Bienvenue à l'organisation et aux 3 intervenants, Rutger De Witt, Aurélie Dehoucq et Jérôme Morel, pour un webinaire aujourd'hui sur le thème de la qualité et pollution de l'eau en Occitanie. C'est un nouveau webinaire qui s'inscrit dans la série de 6 webinaires sur les défis de l'eau en Occitanie, où on parle données multisources, ainsi que les méthodes et les services associés. Ces webinaires sont organisés dans le cadre des ART Occitanie, ART pour animation régionale thématique, de l'infrastructure de recherche Dataterra, et ici co-organisé par les pôles TEIA pour les surfaces continentales et Audatis pour l'océan, donc surface continentale et océan, avec au milieu ce continuum terre-mer qui anime toute cette série. Également, parmi le staff d'organisation, le grand soutien en Occitanie d'OpenIG, de la Maison de la télédétection, du CEREMA. Alors, la série de webinaires a débuté fin septembre par un webinaire d'ouverture, d'introduction, où on a parlé des enjeux liés à l'eau. Le replay et les supports de présentation sont sur les sites TEIA et Audatis. Restez connectés également via LinkedIn pour retrouver toutes les informations et inscriptions au prochain webinaire. Donc, rapidement, pour reprendre ce qui s'est dit en cette session d'introduction fin septembre, on a vu que pour répondre aux enjeux scientifiques et sociétaux sur ces questions de l'eau, à l'échelle même de notre région comme l'Occitanie, on a besoin de données fiables, calibrées, qualifiées, pérennes, sur des observations de longues séries temporelles et intégrées à tous les compartiments du système Terre, justement pour prendre en compte la complexité des processus dynamiques à différentes échelles spatio-temporelles et donc à l'interface entre tous ces compartiments. Et justement, l'infrastructure de recherche Dataterra est centrée sur cette question des données d'observation et des services qui sont associés aux données pour répondre à ces enjeux. Donc voici tous les thèmes qui seront déclinés sur les défis de l'eau en Occitanie du mois d'octobre jusqu'au mois de février l'année prochaine, sur le continuum terre-mer, de l'amont à l'aval. Et aujourd'hui, sur la qualité des eaux et pollution en Occitanie, 3 intervenants. Rutger De Witt, qui est directeur de recherche CNRS à l'UMR Marbeck, une UMR à Montpellier qui est axée sur la biodiversité marine et ses usages. Rutger présente ici le suivi des éléments nutritifs azote et phosphore dans les cours d'eau et les lagunes côtières. Ensuite, Jérôme Morel, un directeur de projet à la direction technique eau et mer du CEREMA. Jérôme présente aujourd'hui le plan de relance mené avec l'ADEME et le BRGM, plan de relance de résorption d'anciennes décharges en front de mer. Et enfin, on arrive plutôt dans l'eau salée, en Méditerranée, avec la présentation d'Aurélie Dehoucq, cofondatrice de ICEE, une entreprise spécialisée sur les questions sur les projets du spatial appliqués au littoral et à la biodiversité, pour accompagner les politiques publiques. Aurélie parlera données satellites pour observer et mesurer la turbidité, les matières en suspension, la chlorophylle et le phytoplancton, avec un exemple appliqué dans le golfe du Lion. Merci. Donc, pourquoi faut-il suivre et contrôler, je dirais maîtriser le... Ah.
les apports en éléments nutritifs NEP qui sont charriés par les cours d'eau vers les lagunes côtières. Donc, suivant, s'il vous plaît. Donc, j'aimerais, suivant, si c'est possible. Oui. Donc, j'aimerais d'abord, pardon, précédent. Est-ce qu'on peut revenir une arrière? Oui, merci. Donc, Ghislaine avait dit que j'étais basé à Montpellier, notre laboratoire, donc j'aimerais le présenter Marbec, donc elle est aussi basée à Sète, ça s'appelle sous la dénomination Centre Ifremer de Sète, et aussi à Palavas où on a des facilités de faire des recherches en aquaculture. Donc, nous travaillons principalement donc, sur la biodiversité marine, ses usages et sa conservation. Et moi-même, je suis plutôt spécialisé sur le littoral. Suivant, s'il vous plaît. Donc, je travaille sur les lagunes côtières. Donc, c'est un type d'écosystème qui, au niveau mondial, couvre 12% du trait de côte. En Occitanie, ça représente 50%. Donc, notre région est particulièrement riche en ce qui localement on appelle donc les étangs littoraux. Dans la littérature scientifique, on appelle ça les lagunes côtières. Donc, avec les cours d'eau qui se jettent dans ces étangs, donc on charrie des éléments azote et phosphore, donc azote inorganique, notamment nitrate et l'ammonium, mais aussi l'azote organique et le phosphore, donc sous forme de phosphate, mais aussi sous forme de phosphore organique. Et donc, ça sont les éléments pour les végétaux. En même temps, ces cours d'eau charrient aussi des contaminants, mais ce n'est pas le sujet. Il y a des collègues qui travaillent sur le contaminant au sein de notre UMR, et donc ça pourra faire l'objet d'un futur exposé. Donc, suivant, s'il vous plaît. Donc voilà, donc cette eau qui vient par les rivières, et donc ça va se mélanger avec l'eau de mer, et donc ça va déterminer la salinité dans une lagune côtière. Et donc, très simplement, je l'explique toujours, vous prenez deux récipients, et c'est comme si vous mélangez les eaux continentales avec l'eau de mer. Après, il faudra aussi prendre en compte l'évaporation et la précipitation. L'évaporation dans notre région sur l'année est plus importante. Et donc, ça va déterminer la salinité et ça va déterminer aussi le taux de dilution des azotes et phosphores et des contaminants qui arrivent du continent. Suivant, s'il vous plaît. Donc, c'est assez simple comme approche. Vous pouvez facilement suivre les apports en eau douce par des dispositifs de suivi. Ce qui est un petit peu plus difficile est d'estimer la contribution de la mer. Donc, ici, c'est un exemple qui a été décrit. C'est une lagune. Il y a deux lagunes qui ont été comparées. Elles sont très comparables en termes de volume, environ 600 millions de mètres cubes. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, la lagune de Venise, vous avez presque le même volume qui entre chaque jour par les deux marées, entrée et sortie. Et en Mar Menor, c'est seulement 3 millions de mètres cubes, donc beaucoup plus faible. Donc, si vous considérez ça, si admettons que tous ces eaux qui entrent la lagune de Venise pouvaient se mélanger avec l'eau de la lagune, donc on a un temps de séjour qui sera un jour. Finalement, qu'est-ce qu'on constate? Le temps de séjour a été modélisé 10 jours. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que l'eau de mer qui entre se mélange très partiellement, environ 10% va se mélanger avec la lagune. Et on a un peu l'effet piston, donc les 90% et entre et ressort aussitôt. Pour la mer Menor, donc c'est une quantité beaucoup plus faible qui entre, mais elle est mélangée de façon plus efficace. Environ 50% de l'eau qui entre de la mer va se mélanger avec l'eau de la lagune. Et donc, c'est une notion qui est très importante, un peu difficile à estimer, c'est l'efficacité de mélange. Diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, ça donne donc lieu à des salinités très variables. Donc, on peut avoir des lagunes qui ont des salinités qui sont très proches de la mer, qu'on appelle ça les œufs au polyalines, la salinité supérieure en 18, donc ici marqué en rouge sur la carte. On peut avoir des situations vraiment de salinité intermédiaire
saumâtre, respectivement le mésohaline entre 5 et 18 de salinité et une eau qui est presque proche de l'eau douce, oligohaline avec une salinité inférieure de 5. Donc, dans notre région, on a une très grande variété de situations qui est représentée par cette carte. Donc, diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, c'est les problèmes qui ont été créés par les charges en azote et en phosphore. Donc, ça a été bien décrit pour la zone côtière de façon générale à la fin du siècle dernier. Donc, c'est une publication de 1999 de Schramm qui décrit en fonction de progression de l'eutrophisation et de son intensité. Vous avez au début, si on part des écosystèmes qui sont en bon état, on a des angiospermes marines. Ce sont des plantes à fleurs et donc là, on a différentes espèces. Donc, en mer, on va les trouver sous forme de Posidonie, mais dans les lagunes, ce sont des espèces qui sont de taille un peu plus petite. J'y reviendrai plus tard. Donc, progressivement que cette eutrophisation avance, donc on a des phénomènes de bascule. En anglais, on appelle ça les regime shifts. Et vous voyez, donc, d'abord, on voit que ces plantes ont été couvertes par des épiphytes. On va entrer dans une phase où le système est très fortement dominé par les macroalgues et finalement, on va avoir une situation où c'est dominé par le phytoplancton. Et donc là, vous voyez visualisé sur la photo à droite où il y a un eau avec une turbidité extrêmement élevée et on voit quelques centimètres de profondeur parce que c'est totalement couvert par fortement chargé en microalgues. Diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, on se pose la question, est-ce que les mêmes mécanismes qu'on a été décrits ici ont aussi lieu dans les lagunes? Et donc là, première chose qu'on se rend compte, c'est que le départ, l'écosystème de départ, donc oui, il y a des plantes aquatiques, des plantes à fleurs et des angiospermes marins, mais l'espèce va dépendre de la salinité. Donc, dans les eaux douces ou légèrement saumâtres, les oligohalines, vous avez le potamon à feuilles pectinées. Dans le domaine intermédiaire, donc mésohaline, vous avez souvent des repias. Et dans le domaine plutôt marin, donc vous allez trouver des petites saustères et aussi, quand c'est un petit peu plus profond, des grandes saustères. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et on a exploité des observations de données qui étaient réalisées par Ifremer dans le cadre d'un programme soutenu par l'Agence de l'eau et la région Languedoc-Roussillon. Diapo suivant, s'il vous plaît. On a ici dans ce graphe synthétisé ces gradients d'eutrophisation et ce qu'on remarque, donc on peut regarder un peu en détail, mais grosso modo, on observe les mêmes phénomènes avec des variations selon la salinité, le rôle des macroalgues un petit peu différent. Il y a aussi des phénomènes qui sont un peu inhérents à la biologie des plantes. Mais ces régimes shifts, on les observe partout et finalement, le résultat final d'une eutrophisation très forte, c'est vraiment des systèmes qui sont totalement dominés par le phytoplancton. Et donc, ça, on a trouvé fin du siècle dernier beaucoup de ces lagunes dans cet état. Et donc, la question qui se pose, est-ce qu'on peut les restaurer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir en arrière? Et donc, on va ça appeler le processus contraire, oligotrophisation, ou si vous voulez, réoligotrophisation. Donc, ça pose la question de la restauration écologique. Et ici, j'ai proposé un schéma qui permet un peu de visualiser cette restauration écologique comme une feuille de route. À partir d'une situation d'aujourd'hui, on devra aller vers une situation qui a été connue dans le passé ou connue comme état de référence. Quelques lagunes sont encore en bon état. Et donc, on trace cette feuille de route et on va utiliser des indicateurs qui correspondent de ces indicateurs qui sont conceptualisés comme un rapport écologique de qualité et qui on transmet avec un code couleur. Donc, diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, on a pu analyser le système lagunaire proche de Montpellier
2005, donc, a été concrétisé un premier projet d'amélioration de la station d'épuration. Et en plus, ce qui a été créé, c'est un outfall en mer, 11 km offshore. Et donc, ça a été estimé que ça aboutit à une réduction de 70% des apports en azote et 60% de phosphore dans les lagunes. Ça a coûté environ 150 millions d'euros et actuellement, ils sont à nouveau de réhabiliter cette station d'épuration. Mais diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, ce diapo suivant donc, montre les teneurs qui ont été suivies dans le less. Donc, ce n'est pas tout l'eau de less entre dans la lagune, mais ça montre déjà très fortement ces chutes et ce résultat positif. Donc, à gauche, vous avez les différentes formes d'azote et à droite, vous avez le phosphore et le phosphore total. Donc, la différence permettra d'estimer la partie organique. Et à droite, donc pour ce programme, j'ai juste oublié, j'aimerais, si cette présentation soit publiée, qu'on va le rajouter, c'est que j'ai oublié de mettre le logo de programme de suivi qui s'appelle le réseau de suivi lagunaire. Donc, j'ai fait ça rajouter. Mais avec ce code couleur, donc, qu'est-ce qu'on observe? Donc, fin des années, fin du siècle dernier, donc, les lagunes étaient généralement dans un mauvais état. Et on observe une amélioration, mais elle n'est pas parfaite. Et il reste encore beaucoup de lagunes qui restent dans ces couleurs jaune ou orange et qui n'est pas tout à fait acceptable pour la directive cadre. Donc, on a voulu analyser qu'est-ce qui se passe. Et diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, première chose qu'on a observée, c'est que si on fait l'avant-après, donc c'est la concentration de chlorophylle 1 dans 3 de ces systèmes. Donc, un a été très riche, hypertrophe, un a été intermédiaire et un autre plus faible. Et dans tous les 3 cas de figure, donc, on voit une forte diminution de la concentration en chlorophylle 1 et la différence est vraiment significative. En revanche, on a quand même un peu de variation selon les années. Mais donc ça, c'est la première observation, très forte réduction des charges en chlorophylle A, donc une diminution du phytoplancton. Le diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, pour le retour, se pose la question, est-ce qu'on a les mêmes séquences, simplement l'inverse, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a analysé ça à droite, c'est un peu compliqué, c'est une méthode statistique qui s'appelle le statico et qui nous a permis d'analyser cette trajectoire d'oligotrophisation depuis 2005. Et qu'est-ce qu'on observe, c'est qu'on peut le conceptualiser par 3 bassins d'attraction. Un premier bassin, donc c'est ces systèmes qui sont vraiment très eutrophes, hypertrophes, dominés par ce phytoplancton. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe quand même une très vite diminution de la chlorophylle 1 et donc un bascule, mais ce bascule, elle n'est pas un retour tout de suite vers les plantes. Ça passe encore par un système dominé par les macroalgues. Seulement, ces macroalgues sont en plupart d'autres types qui vont avoir une autre biologie. Et ce qu'on a observé aussi, c'est que le retour finalement de ce bassin d'attraction des macroalgues vers les plantes est quelque chose qui a beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup de temps, ça peut prendre plus qu'une vingtaine d'années selon le cas. Donc, diapo suivant, s'il vous plaît. Donc là, pour restituer, donc dans le cartoon, vous voyez un peu ces processus qui sont conceptualisés et vraiment le take-home message, c'est que pour les lagunes qui étaient les plus impactées, qui étaient vraiment très fortement impactées par cette eutrophisation devenue hypertrophe, donc on observe d'un côté une réponse très rapide pour la colonne d'eau, donc la chlorophylle A diminue et donc la transparence de l'eau est fortement améliorée. Mais le retour des herbiers est, selon les cas, extrêmement lent, parfois pas encore observé, dans certains cas 20 années plus tard. Et ce retour est donc très lent et attribué par l'inertie.
En revanche, pour les lagunes qui étaient beaucoup moins impactées, donc là, le retour des herbiers est assez rapide. Donc là, on a ça observé plutôt dans les écosystèmes qu'on peut trouver proches de Narbonne, dans le Narbonnais. Diapo suivant. Donc, j'aimerais finir avec un programme qu'on commence à démarrer. Donc, c'est que on s'est toujours intéressé à les lagunes côtières qui sont de façon permanente remplies d'eau. On se rend compte qu'il y a beaucoup de lagunes qui sont aussi temporaires et qui assèchent l'été. Et de ce type de lagune, on a gagné d'ailleurs un nombre important qui, pour des raisons un peu artificielles, parce que c'est aussi dû à l'abandon de la saliculture. Donc le nombre de salines en exploitation, donc on le voit à gauche pour le Narbonnais, on voit dans le graphe pour le nombre, donc ça a fortement diminué. Et donc ça a laissé place à des lagunes temporaires qui se caractérisent par des végétations très caractéristiques. Donc, on n'a pas ces saustères, mais on a certaines plantes, Alternaria, qui sont vraiment caractéristiques, et on a aussi des caracées. Et donc, on ne connaît pas encore si ces systèmes sont influencés par l'eutrophisation ou pas. Donc, ça, c'est un projet qu'on a juste démarré avec une nouvelle thèse et qui, notamment en collaboration avec le Conservatoire botanique national, donc, c'est la perspective pour les années à venir. Et donc, diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, je voulais vous remercier pour votre attention. Et donc, c'est un grand nombre de personnes qui ont participé à cette étude. Et je voulais aussi mentionner, profiter pour, vous voyez donc ici, c'est l'étang de Vic, et à droite, vous avez des petites plantes d'eau qui sont de fait, se comportent comme des lagunes temporaires. Donc, merci beaucoup. Et s'il y a des questions, je suis content. Roger, merci pour cette présentation très didactique. Je voulais savoir, en fait, tu as parlé beaucoup des effets de la salinité. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'effet de la température, notamment au regard des changements climatiques? On sait qu'il va y avoir des changements aussi dans les températures des eaux. C'est quoi l'effet aussi attribué à la température? Oui, donc je ne l'ai pas mentionné, c'est aussi un de notre sujet, et c'est Constance Bourdier, la dernière personne mentionnée dans les remerciements, actuellement en train de réaliser une thèse sur l'impact des vagues de chaleur. Et ce qu'on peut déjà dire, j'avais mentionné ces espèces, mais il y a une autre espèce qu'on trouve dans les lagunes en Corse, Cimodocea nodosa, et qu'il n'était pas trop présent chez nous, mais il est en train de s'installer, et c'est une espèce qui est beaucoup mieux adaptée à des températures plus élevées, et Constance trouve qu'elle est particulièrement plus adaptée à ces vagues de chaleur. Et donc, ce qu'on peut prévoir, qu'un déclin de Sostra noti et de Sostra marina en faveur de Cimodocea nodosa. C'est des phénomènes qui ont déjà été décrits pour la lagune de Venise d'ailleurs. Donc, changement des espèces. Et est-ce que ça peut être des espèces toxiques ou très envahissantes ou invasives? On n'est jamais à l'abri des espèces invasives qui vont plutôt se trouver entre les macroalgues à ce moment-là. Il y a aussi certaines espèces ces angiospermes qui sont invasifs, mais c'est encore limité à la partie est de la Méditerranée. Et sinon, on a une espèce de colère dans certaines lagunes. Par exemple, la lagune de Tunis, elle domine très fortement. D'accord. Et en fait, les températures, en fait, il y a une relation aussi avec l'oxygène. L'oxygénation va diminuer ou dans ces lagunes? Oui, donc simplement la physique, donc la quantité de l'oxygène dissous dans l'eau en équilibre avec l'air, donc elle diminue en fonction de la salinité et de la température. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, mais il faut aussi savoir que les systèmes eux-mêmes
introduisent des grandes variations donc, pendant la journée photosynthèse. Et on a donc dans des eaux de sursaturation en oxygène pendant la nuit, donc respiration qui prédomine. La quantité d'oxygène peut diminuer. Donc, il faut ça prendre en compte. Donc, ces relations sont un petit peu plus complexes parce qu'il faut à la fois prendre en compte la physique, mais aussi la biologie. Merci. Jérôme, peut-être tu peux prendre la parole. Tu as une question dans le chat. Oui, merci, bonjour. C'était juste ma question, c'était en fait la montée des eaux. Elle va probablement accentuer finalement le mélange eau de mer vers les lagunes. Quelle va être l'adaptation finalement des espèces qui sont présentes dans celle-ci? Est-ce qu'il y aura une remise en cause finalement de cet équilibre et écosystème de ce fait-là? Oui, donc il y a mes collègues à Venise, ils travaillent beaucoup sur cette question et il n'est pas si évident. On a une tendance à penser la mer monte et donc plus d'échanges avec la lagune et donc une augmentation de salinité. Il semble que ça ne sera pas systématiquement le cas parce que ça dépend énormément aussi de la morphologie, de la géomorphologie et on a aussi donc ces adaptations du lido qui ont tendance à se déplacer dans l'espace. Donc, ça dépend très fortement des contextes. Donc, ce n'est pas systématique, vous avez une augmentation de la salinité. Mais oui, s'il y a une augmentation de la salinité, donc certaines lagunes peuvent, là je m'attends aussi à des changements de cortège d'espèces. Merci. Il y a une question dans le chat d'Aubert. Je ne sais pas si on peut lui donner la parole. En fait, c'est à propos du stockage d'azote et de phosphore dans les. Qu'en est-il par rapport au stockage dans les sédiments et puis du relargage, un peu la dynamique de tout ça? Est-ce qu'il y a un suivi là-dessus? Si vous me permettez, j'ai gardé quelques diapos. Oui, ici, sur ce graphe, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, c'est le premier 5 cm du sédiment et ce qui a été mesuré, c'est la teneur en azote et en phosphore. Et qu'est-ce qu'on observe? Donc, ici, ça reflète vraiment la mémoire et l'impact de l'eutrophisation. Donc, à droite, vous avez des lagunes qui ont subi un très fort degré d'eutrophisation et donc, par conséquent, leurs sédiments sont très riches en azote et en phosphore. Et tout à fait à gauche, proche de l'origine, vous trouvez des lagunes AYR, LAP, donc c'est Aérol et la Palme. Donc, c'est ce qu'on considère comme des lagunes encore de référence qui ont été très, très peu impactées. Et donc, on voit vraiment que ce stockage d'azote et de phosphore dans les sédiments, et qu'est-ce que ça induit aussi des flux quand on est dans un contexte d'oligotrophisation. Donc, il y a un flux du sédiment vers la colonne d'eau, et ça induit donc une inertie, un retard. Et donc, c'est un des mécanismes qui explique ces phénomènes de retard. Et ce qu'on appelle donc aussi l'hystérèse. Et c'est des choses qui sont très similaires à ce qu'on a trouvé pour les lacs d'eau douce qui ont été aussi subi cette eutrophisation. Là, c'est un petit peu plus focalisé sur le phosphore seulement, mais dans notre cas, on voit clairement l'azote et le phosphore jouent un rôle. Merci Roger. Donc, on voit bien que des risques à la fois d'eutrophisation basés sur des éléments nutritifs, mais également des risques de vagues de chaleur ou moindres dans le cas de la montée du niveau de la mer peuvent impacter ces lagunes côtières. On accueille maintenant Jérôme Morel pour sa présentation du plan de relance de résorption des décharges côtières. Ok, donc le sujet, plan national de résorption des décharges littorales, de l'inventaire en fait à la résorption et la démarche et les données collectées. Alors, donc, on va évoquer le plan, on va évoquer les décharges inventoriées en Occitanie et l'état d'avancement à ce jour, la démarche du plan, et puis la collecte et le partage de données qu'on a prévu dans ce cadre.
Alors, le plan. Donc, pourquoi ce plan? Déjà, c'est l'une des conséquences du changement climatique, c'est l'élévation du niveau de la mer. Donc, elle entraîne en fait des submersions marines plus fréquentes et plus intenses et favorise l'érosion côtière, donc le recul du trait de côte. Donc, ici, vous aurez dans le lien une vidéo de promotion qui explique très, très rapidement le plan et son fonctionnement. Donc, ça pourrait être aussi intéressant pour vous de la parcourir. Voilà, quelques chiffres clés qui sont indiqués, notamment sur la montée des eaux et les superficies en fait, concernées. Donc, les deux aléas, c'est l'érosion et la submersion marine. Donc, l'érosion, c'est simplement finalement le recul du trait de côte, enfin le recul de la limite terre-mer à l'intérieur des terres. Donc, on appelle ça le recul du trait de côte. Et ça peut se manifester par un abaissement de l'estran ou de la plage, donc en fonction justement de la morphologie du site concerné. On a aussi l'aléa de submersion marine, qui est plutôt, lui, un aléa temporaire, donc une inondation par franchissement de paquets de mer, par débordement, ou par rupture ou défaillance d'un ouvrage, lorsqu'on a un ouvrage situé devant la zone. Donc, c'est peu le cas pour la majorité des sites que l'on connaît. Le plan, il a été en fait lancé par le président de la République en février 2022, donc avec un objectif de résorber en 10 ans les décharges littorales historiques qui représentent, on va dire à court terme, le plus gros risque de relargage de déchets en mer. Donc, le fonds dédié, c'était environ 30 millions d'euros par an, donc avec une gestion confiée à l'ADEME. Un inventaire qui est réalisé par le BRGM. Donc, c'est un inventaire évolutif. Il a été initié à 55 décharges en février 2022. Il est à 110 à ce jour. Donc, ce sont les décharges qui rentrent potentiellement dans le plan, mais qui feront l'objet après derrière d'une consolidation de l'inventaire de la part du CEREM. On a 3 sites expérimentaux, Dolmar, Foura et Lange-Charpentier. Donc, Dolmar, on est à l'état, on va dire, ils ont lancé un dialogue compétitif auprès d'entreprises pour arriver à déterminer les travaux à mettre en œuvre pour ce site, pour sa dépollution. Donc, le marché devrait être passé d'ici fin d'année pour cette ancienne décharge qui est très particulière, avec des hautes falaises d'environ 100 mètres de haut et des déchets poussés en fait depuis le haut vers le bas de la falaise, donc historiquement. Foura, donc, qui est situé en Nouvelle-Aquitaine, qui lui a été totalement résorbé par le CD17, par le conseil départemental du 17, et Lange-Charpentier, qui est un site en Martinique, que l'on accompagne et qui est au stade de démarrage des études. On a 70 sites qui rentrent finalement dans le plan sur les 110 qui sont, que j'ai évoqués tout à l'heure. Après consolidation, donc on va dire une enquête terrain et une enquête aussi historique et documentaire réalisée par nos soins sur chaque site. Et on a 27 sites qui se sont engagés ou qui sont en cours auprès de l'ADEME pour se lancer dans la démarche. Donc, c'est déjà pas mal après 2 ans de lancement de cette démarche, un peu plus. Donc, on a l'objectif du plan, c'est bien entendu de localiser, d'inventorier les décharges, donc des décharges qui sont éligibles, qui doivent répondre à certains critères. Donc, je vais le rappeler après, mais c'est rapidement, ce sont des décharges brutes, historiques. On n'est pas sur des dépôts sauvages. On n'est pas non plus sur des dépôts dus, on va dire, à la mer qui redépose des déchets dans le cadre de ces déplacements. Ce sont des sites qui doivent être vulnérables aux aléas marins et situés à moins de 100 mètres du trait de côte. Donc ça, c'est la démarche de base que fait le BRGM pour pouvoir faire rentrer les sites dans l'inventaire initialement. Ensuite, on établit une priorisation. Donc là, pour être tout à fait transparent, au démarrage du plan, la priorisation, même si on l'avait déjà faite, on s'en servait peu. Finalement, c'était plutôt, dès qu'une collectivité levait la main, on l'accompagnait dans la démarche. Et bien entendu, au fur et à mesure que le plan avance, la priorisation, on va devoir l'activer de plus en plus pour finalement concentrer les efforts techniques mais financiers sur les sites les plus problématiques. L'objectif, bien entendu, c'est d'accompagner techniquement et financièrement les maîtres d'ouvrage qui ont souvent peu de connaissances sur le sujet. Et ça, on va dire avec plusieurs moyens que je vais évoquer tout à l'heure. Avec, bien entendu, comme objectif final de restaurer les milieux dégradés et renaturer le site. Ensuite, la dernière démarche, c'est une capitalisation avec un retour d'expérience et finalement aussi le partage des données collectées auprès du plus grand nombre. Donc, les décharges qui sont inventoriées en Occitanie, c'est celle-ci. Donc, vous avez le Mour-Blanc à Metz. On a 2 décharges à 7, la décharge communale et puis la décharge de Saint-Nain-de-Villeroy, donc sur un lido. Donc, c'est pour ça que j'étais très intéressé par la présentation de la producteur juste avant.
Les éroules à Sérignan, qui était une décharge plutôt, on va dire, en intérieur, qui longeait en fait une rivière, mais avec des effets de mer jusqu'à cet endroit. Ensuite, les Courbatières et la mare du Golfe à Leucate, et puis le Pilou en Canet-en-Roussillon. Vous aurez donc sur ce petit lien la possibilité d'aller voir un visualiseur public, donc qui vous permet de voir en fait tous les sites répertoriés dans le plan, quel est on va dire leur classement, est-ce qu'ils sont finalement retenus, non retenus, est-ce qu'ils se sont engagés ou en cours, et ainsi de suite. Et avec un petit contexte qui, en cliquant sur le site, qui vous permet d'avoir le détail de la décharge et de l'avancée de la démarche pour ce site-là en particulier. Voilà, donc les sites inclus dans le plan, donc finalement on n'en voit plus qu'un sur les 7 qui étaient identifiés. Donc 6 n'ont pas été retenus parce qu'en fait certains étaient réaménagés, d'autres réhabilités. Donc la différence entre les deux, c'est un réaménagement. En fait, on n'a pas réellement connaissance de ce qui a été fait comme mesure sur le site avant finalement son réaménagement. Et la réhabilitation, c'est finalement on a le détail des mesures qui ont été mises en œuvre dans le cadre de cette réhabilitation. Et ensuite, on avait donc des sites, les éroules et puis les courbatières notamment, qui sont bien des décharges présentes, mais qui ne présentent pas de risques liés aux allées marins. C'est-à-dire qu'au final, la submersion ou le recul du trait de côte ne les concernait pas. Ça restera donc des décharges historiques qui restent en place dans l'état où elles ont été laissées. Et le site retenu, c'est les Saint-Lundi-le-Roi, parce qu'il est situé effectivement, alors pas du côté mer au niveau du Lido, mais plutôt du côté étang de Thau. C'est un site qui a été réhabilité, mais sur lequel on va dire on se pose quand même quelques questions, notamment sur l'incidence, donc là pas du recul trait de côte, mais plutôt de la submersion et de l'ennoiement des déchets présents et des relargages. C'est un site qui est par contre suivi et donc qui fait qu'on a de la donnée sur ce site pour aller plus loin. La résorption des décharges. Alors là, c'est la démarche. Donc, je rappelle, l'inventaire du BRGM, distance inférieure à 100 mètres du trait de côte, soumis à un aléa d'érosion ou de submersion. Donc, en règle générale, il s'appuie sur les indicateurs nationaux qui sont mis à disposition, notamment par le CEREMA, sur le recul du trait de côte. Et puis, une décharge brute, pas de dépôt sauvage, donc décharge brute identifiée. Ensuite, lorsqu'il passe dans nos mains, nous, on va vérifier que ce sont des décharges qui sont bien ouvertes avant 92 et fermées avant 2005. Ça, c'est pour le caractère historique de ces décharges-là, parce qu'évidemment, il n'est pas question, normalement, d'aller aider à réhabiliter des décharges qui ont été dûment autorisées et qui doivent être dûment réhabilitées par leur exploitant en fin d'activité. Bien entendu, on vient aussi vérifier que l'aléa marin est bien prégnant et présent, notamment sur le terrain, mais aussi dans le cadre des bases documentaires qu'on consulte, que ce soit les plans de prévention des risques littoraux ou d'inondation, selon le cas qui concerne ces sites-là. Ensuite, on va avoir une démarche de mobilisation, c'est-à-dire qu'on va rechercher un maître d'ouvrage. Donc, généralement, c'est plutôt les collectivités qui sont visées. Ça peut être exceptionnellement des opérateurs de l'État, type ONF, par exemple. L'ONF a pris notamment en charge le site de l'Anse-Charpentier en Martinique. Mais c'est le seul cas, c'est le seul site qui présente ce cas. Et puis ensuite, on passe à la phase financement. Et là, donc il y a le dimensionnement, en gros, des études et la prise en compte. C'est la prise en compte de l'avis technique et financier du CEREMA. C'est aussi la prise en compte. Il faut quand même remettre les choses au clair. De l'expérience aussi de l'ADEME sur le sujet, qui a 25 ans d'expérience dans la réhabilitation de friches et de cités sols pollués. Donc, leur avis technique et financier est aussi intéressant dans ce cadre. Et c'est eux qui vont cadrer finalement le respect de critères d'exemplarité environnementale qui est demandé dans nos cahiers des charges que l'on met à disposition des collectivités et finalement dans la convention de financement de l'ADEME. Donc, cette démarche-là, elle est initiée de cette manière-là et ensuite, elle va être plutôt itérative. Donc, l'accompagnement des opérateurs, il va se faire tout au long de la démarche et notamment par la mise à disposition d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, donc un bureau d'études spécialisé en sites et sols pollués. En fait, on a le CEREMA mis en œuvre,
un accord cadre avec plusieurs bureaux d'études, notamment sur le secteur donc, de l'Occitanie. Il y a 2 bureaux d'études qui ont été identifiés. Et donc, ces bureaux d'études vont venir apporter, en plus de l'appui CEREMA et ADEME, cette assistance à maîtrise d'ouvrage tout du long. Donc, quand je dis tout du long, c'est au moment de la mise en sécurité, si elle est nécessaire. On peut avoir besoin de casser un peu des talus qui sont déjà en train de partir à la mer pour éviter les relargages le temps des études, ou de mettre quelques protections, on va dire, non pérennes, bien entendu, dans l'attente justement des résultats d'études. La réhabilitation, elle doit être proportionnée aussi aux enjeux et aux risques présents. Donc, elle doit respecter un bilan coût-avantage acceptable. Et ça, autant environnementalement, techniquement qu'économiquement. C'est important. Puisqu'on va le voir tout à l'heure, c'est que, enfin, juste après, là, c'est la mise en œuvre d'alternatives à l'évacuation et à l'élimination des déchets. Alors, évidemment, si l'érosion est tellement forte, elle nécessite forcément l'enlèvement des déchets et leur repositionnement potentiellement peut-être un peu plus en arrière, ou leur traitement dans les filières qui convient, avec bien entendu un axe très favorisé de réemploi, valorisation donc des matériaux et des déchets triés. Le suivi environnemental doit être fait tout du long, avec un objectif d'un traitement équitable des sites à l'échelle nationale. Et puis bien sûr, bon, ça c'est, on va dire, un peu plus accessoire, mais c'est important aussi, c'est la prise en compte des contraintes réglementaires applicables qui ne doivent pas être oubliées dans la démarche. Et c'est pour ça qu'on sont associés tous les services de l'État dans chaque projet qui est lancé. Et ce qu'on a ajouté, donc pas bureau d'études, excusez-moi, CEREMA et ADEME, c'est la volonté d'utiliser finalement ces décharges de littoral comme comment dire, milieu d'études pour la problématique microplastique. Et donc réaliser des diagnostics sur ces sites dans les différents milieux, donc notamment eau et sol, afin de collecter de la donnée et pouvoir aussi l'exploiter. Je le développerai juste un petit peu après. La démarche, donc, comme je vous l'ai évoqué, elle est itérative. On voit bien donc l'affectation d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, ensuite une phase de mise en sécurité potentiellement, la mise en œuvre d'un diagnostic environnemental, l'étude de scénarios donc envisageables et leur faisabilité, et puis après on commande une maîtrise d'œuvre pour finaliser le projet et ensuite mettre en œuvre les travaux sur le site. Vient ensuite la dernière phase, c'est la phase de restauration, renaturation, qui va dépendre, qui va vraiment être encore une fois une étude au cas par cas en fonction des besoins du site et en fonction aussi de son environnement. Donc tout ça, ça s'appuie sur une méthode nationale, qui est la méthodologie mise en place par le ministère de l'Environnement, de gestion des sites et sols pollués, et la norme qui est accolée. Les critères de financement. Donc ça, c'est simple, c'est 50% sur les terrains propriété, collectivité et privée, et 100% sur les terrains d'État. Donc, et ça peut faire l'objet d'une proratisation dans le cas de multipropriété. Donc l'ensemble des mesures sont finalement éligibles, c'est-à-dire les études, les mesures, les travaux, l'accompagnement, les expertises, les contrôles, la mesure de restauration, le suivi environnemental, en gros pratiquement tout. La seule chose qui est laissée à la charge, alors toujours en fonction du taux qui est appliqué, bien entendu, de la collectivité, c'est le temps imparti pour suivre le projet. Donc on a besoin effectivement en face de nous, quelqu'un pour suivre le projet et assurer la commande publique. La collecte de données, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, l'ADEME et le CEREMA, donc en fait on souhaitait faire un plan de gestion des microplastiques spécifiquement liés aux décharges littorales, afin de collecter de la donnée et améliorer la connaissance sur le sujet des microplastiques. Donc, on a établi une fiche réflexe, donc c'est juste là à gauche, c'est un genre de recommandation, un petit guide simplifié de recommandations sur le sujet, qui permet en fait au maître d'ouvrage de monter son programme de diagnostic sur les milieux, donc eau, sol et potentiellement air. Ces méthodologies-là sont pour l'instant peu cadrées. On a un cadre qui a commencé à être posé pour la partie eau, mais sur les parties sol et autres, il n'y a pas de cadre. Donc, c'est pour cette raison que, en plus de la mise en œuvre de ces analyses, entre guillemets, de façon générique sur l'ensemble des sites, derrière, on va en fait capter ces données et les mettre à disposition d'un groupe de travail qui va venir, lui, aider à l'interprétation et puis aussi, finalement, améliorer les méthodologies de caractérisation dans les différents milieux qui sont mises en œuvre. En fonction des concentrations qu'on va retrouver sur les sites,
on va avoir des sites où les concentrations sont peu significatives et on va plutôt, on va dire, les guider sur des recommandations de gestion, donc des terres notamment. C'est ce qu'on voit donc sur la partie basse. Et lorsqu'on a des concentrations qui vont être importantes en microplastique, ben là, ces sites-là, ils vont être pris en charge dans une démarche un peu plus spécifique, avec des analyses complémentaires pour encore améliorer la recherche. Et il va devenir finalement un site d'étude dans le cadre de différents travaux de recherche, autant sur la caractérisation que sur les techniques de traitement. Les opérateurs dans ce cadre sont CEREMA et ADEME, toujours. Le CEREMA va s'assurer de la collecte des résultats obtenus sur l'ensemble des sites au cours des diagnostics microplastiques initiés. Il va piloter une action de recherche sur la caractérisation, c'est-à-dire la dégradation et la charge polluante. Et ça va se faire normalement avec l'Université de Bretagne Sud. On a un projet de convention qui est en cours avec eux. Ensuite, c'est effectivement, on va assurer la réalisation des campagnes complémentaires qui ont été demandées notamment par le groupe de travail. Et puis, on va mettre à disposition ces données pour les actions de recherche, donc autant, comme je le disais, pour la caractérisation que pour les techniques de dépollution qu'on va voir juste après. Donc les récupérations des résultats sont mises à disposition de l'ADEME et des porteurs de projets. Et l'ADEME, elle, va piloter une action de recherche sur les solutions de traitement donc des microplastiques et de la même manière la mettre à disposition du CEREMA pour qu'on puisse en faire bénéficier les porteurs de projets. Voilà, le groupe de travail, il regroupe notamment, on va dire, l'État, le BRGM, enfin le ministère BRGM, des entreprises de la DEPOL et des bureaux d'études, des laboratoires et des établissements de recherche. Et ça, c'est piloté par le CEREMA et l'ADEME. Et le dernier retour d'expérience, ça, c'est plus, on va dire, pragmatique et lié à la mise en œuvre des études. C'est qu'on a, pour chaque site, en fait, on va effectivement récolter les expériences qui sont faites sur les phases, donc par étape et par phase et par thématique. Et ça pour alimenter des fiches réflexes pour les porteurs de projets et améliorer nos cahiers des charges que l'on met à leur disposition. In fine, ça probablement finira dans un guide de recommandation pour une approche, on va dire, optimale du traitement de ce type de site. Voilà, là vous aurez, c'est le visualiseur que j'ai évoqué tout à l'heure, mise à jour 2 fois par an. Donc, il ne sera pas forcément à jour, comme je viens d'évoquer, au niveau des chiffres, mais il vous permettra de voir tous les sites concernés. Et ça, c'est autant en national que là, vous ne le voyez pas, que dans les DOM. Voilà, je vous remercie. Si vous en voulez en savoir plus, il y a quelques liens qui sont mis à disposition. Et je vous remercie pour votre attention. Il y a Ghislaine qui a déjà une première question. C'est concernant l'utilisation de l'imagerie satellitaire. Voilà. C'est ça, j'ai cru comprendre que c'était utilisé à plusieurs étapes. Et par rapport à la maîtrise d'ouvrage, tout le monde n'est pas toujours un expert de ces images. Donc, est-ce que vous avez mis en parallèle un accompagnement ou c'est une condition nécessaire pour accéder à la maîtrise d'ouvrage, ce genre de projet, d'être expert dans les données satellitaires? Alors, en fait, non, même, je dirais même pas du tout, parce qu'en fait, les images que l'on va utiliser seront plutôt des imageries, images aériennes, anciennes, bien souvent, car le sujet est plutôt d'aller voir ce qui s'est passé historiquement pour s'assurer que finalement l'emprise de la décharge, elle est bien identifiée. Parce que, pour être tout à fait honnête, ces décharges littorales, elles sont vraiment très historiques et la connaissance s'est bien souvent perdue. Ce qui fait qu'en fait, on utilise plutôt des bases de données type IGN remonter le temps pour aller finalement consulter l'historique du site et voir justement jusqu'où ça a pu aller. Ensuite, l'imagerie satellitaire, elle pourrait peut-être avoir un avantage. Ça serait peut-être plutôt dans le cadre de sites qui auraient des relargages très, très massifs pour essayer d'identifier des évolutions. Mais pour la plupart des sites, les relargages se font de manière ponctuelle et ne nécessitent pas forcément d'aller utiliser ce type d'outil. En tout cas, on n'a pas, nous, identifié encore un besoin à ce titre. Et l'utilisation du drone, par exemple, est-ce que ça pourrait être une solution aussi pour suivre? Alors, par contre, ça, c'est très bonne remarque. Alors, pour faire les suivis, mais surtout déjà pour accéder au site, parce que plusieurs sites sont difficiles d'accès. On a des sites en falaise, on a des sites donc justement où la végétation est très forte.
Et en fait, on ne peut pas lancer des grandes opérations de défrichement ou des opérations avec des cordistes et autres moyens lourds. Donc, la première étape, souvent, effectivement, ça peut être d'utiliser des drones. Donc ça, on s'appuie en règle générale sur les équipements disponibles en local. Et bien souvent, en fait, on a des équipes de l'ONF qui sont équipées et le CEREMA ponctuellement aussi, et qui permettent d'avoir un opérateur sur site lorsqu'on va faire la visite et pouvoir justement abonder la connaissance avec quelques images bien positionnées. Ça permet aussi notamment de faire des relevés de topo lorsque le niveau de végétation est idéal, pour pouvoir justement identifier la topo réelle du site et avec les bases de données LIDAR qu'on a pu avoir anciennes, essayer de définir aussi les volumes potentiellement stockés sur ces sites. D'accord. Et après, est-ce qu'il y a un suivi dans le temps? Est-ce qu'il y a une évaluation finalement de cette restauration? Est-ce qu'elle est évaluée? Et puis, si oui, sur quels critères? Alors en fait, nous, on commence, c'est ce qu'on s'était rendu compte, c'était qu'effectivement, les gens n'avaient pas forcément exactement la même approche que nous sur les décharges, parce qu'ils identifiaient pas les constats de relargage de la même manière que nous, ni les constats d'impact sur l'environnement et les bénéfices qu'ils pourraient avoir non plus à se lancer. Donc ça, on l'a constaté, puisqu'on avait des collectivités plus ou moins motivées selon le cas. Et on travaille justement sur un outil pour essayer de mettre en avant justement le bénéfice social, économique et environnemental qu'il y a en fait à travailler sur ces réhabilitations de décharges. Néanmoins, on est vraiment au démarrage. Pour l'instant, on n'a pas encore calé les indicateurs qui vont nous permettre de faire ces suivis-là. Et on essaye de se rapprocher d'outils qui existent, mais sans forcément les copier, de type Benefriche, par exemple. C'est un outil qui a été mis en place par l'ADEME à propos des friches pour évaluer justement les bénéfices de ces 3 axes sur ces thématiques-là. Donc voilà, c'est effectivement l'idée est un peu là. Et en matière de suivi, en fait, ça va dépendre, parce que s'il y a des sites où finalement on est dans l'obligation de tout enlever les déchets, le suivi il sera très limité derrière, à part bien entendu un suivi qui sera plus de l'ordre là de la renaturation, de la réinstallation du milieu et de son adéquation avec l'écosystème qui est présent autour. Donc ça, forcément, il y aura cette démarche-là. Mais pour l'instant, on n'a pas eu un site qui est parti à cette étape-là. Et ensuite, on a bien entendu des suivis qui sont prévus pour les sites sur lesquels on ne pourra pas tout enlever. Notamment, ça va beaucoup être le cas dans les Antilles, dans les DOM, puisque les exutoires et les possibilités de revalorisation et recyclage sont assez limitées. Voilà. Donc là, on sera obligé beaucoup de travailler sur des sites en laissant en place une partie des déchets. Donc, ça induira forcément des suivis à mettre en place derrière. Moi, sinon, j'ai encore une question par rapport aux données, parce qu'en fait, Oui. on parle un petit peu autour des données, et donc les données, notamment par exemple sur les microplastiques, est-ce que c'est des données qui sont déposées et c'est en open source, elles sont disponibles pour les chercheurs notamment, etc. Donc ces données là, on est au démarrage, on commence à avoir les premières campagnes d'investigation sur les microplastiques qui ont été réalisées et donc les premiers résultats. Néanmoins là, on est en phase d'échange dans le cadre du groupe de travail qu'on est en train de mettre en œuvre avec Ifremer et avec le CNRS, justement pour au CNRS c'est M. Giglione, pour utiliser soit justement la base de données du CNRS, soit celle de l'Ifremer, pour mettre à disposition toutes ces données dans un cadre scientifique et au plus grand nombre. Mais ce n'est pas encore défini actuellement réellement. Voilà, c'est le groupe de travail qui est en cours de montage qui va définir finalement cette partie-là aussi. D'accord, il y a encore du travail, c'est encore en chantier. On va dire. En fait, pour être aussi transparent encore avec vous, la thématique microplastique est une thématique assez émergente, même si elle date quand même déjà de plusieurs années pour beaucoup. Elle est quand même très émergente dans le milieu des cités sols pollués, puisqu'en règle générale, ce n'était pas considéré comme un polluant. Finalement, c'est le polluant qui après va être plutôt les phtalates, les bisphénols et autres. Et c'était plutôt ces polluants-là qui étaient observés. On se rend compte que les impacts du microplastique sont tellement majeurs qu'il nécessite d'en connaître un petit peu mieux finalement les contours et notamment les modes de dégradation. Et d'où l'idée d'utiliser ces décharges très anciennes qui ont récolté des déchets plastiques, on va dire, tout au long de leur vie et à des époques différentes, donc avec des plastiques différents. Donc ça risque d'être très riche en données.
Merci Jérôme. Effectivement, hein, c'est la question de l'accès aux données pour les partager et qu'elles rejoignent des bases de données interopérables. Et la question de bien trouver ces données du point de vue utilisateur est primordiale. Et c'est toute l'offre et le support que peuvent offrir l'infrastructure de recherche Dataterra et les pôles. La base de données donc que tu mentionnais certainement à l'Ifremer, j'imagine que c'est quelque chose comme Quadrige. Et Alors, a priori c'était la BDD DALI. D'accord, oui, ça fait partie de la base de données Quadrige, donc qui est gérée par un des centres de données services du pôle Audatis. Très bien, on va continuer à parler d'études d'impact pour l'environnement avec la présentation d'Aurélie, qui là est plutôt axée sur la donnée multisource, mais aussi, enfin surtout satellite. Aurélie, à toi. Oui, bonjour tout le monde. Merci de cette opportunité là, de partager quelques retours d'expérience des usages finalement du satellitaire, de la donnée satellitaire pour apporter un soutien à la mise en œuvre des politiques publiques sur le littoral et également à leur évaluation. L'angle finalement qu'on a adopté aujourd'hui, je dis on parce que ça s'est fait en bonne coordination avec les animateurs, animatrices, c'est d'apporter un retour donc d'expérience sur les cas d'usage que mon entreprise IC a pu réaliser finalement maintenant, je dirais, ces 5, 6, 7 dernières années sur le littoral méditerranéen et en particulier en Occitanie. Et puis j'en profiterai pour apporter un peu d'épaisseur, si je puis dire, géographique, en un peu m'évadant parfois, en vous montrant effectivement quelques analogues qui peuvent être menés sur d'autres façades atlantiques, Manche-Mer du Nord, où j'aurais pu le faire en Outre-mer également. Alors, pour retracer un petit peu de contexte et puis pour dire qui est IC également, IC, c'est une entreprise privée qui a un positionnement, finalement, une forme d'opérateur privé pour la mise en œuvre, pour apporter un appui technique, finalement, à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du littoral et de la biodiversité. Notre ancrage métier, c'est de transformer, finalement, et de transformer les données satellitaires et de proposer des solutions qui sont largement basé sur l'utilisation des infrastructures satellitaires européennes en particulier, ou françaises, pour apporter ce soutien à la production d'informations géographiques et en particulier de solutions modernes pour la cartographie, la surveillance de l'environnement et apporter ces métriques qui sont cruciales finalement pour mesurer l'avancée finalement dans la mise en œuvre de nos politiques publiques et leur efficacité par rapport à des enjeux de transition écologique et climatique notamment. Chez IC, on est des océanographes littoralistes de formation. Notre background, il est plutôt sur la sédimento et la physique du littoral. Et donc, de ce background académique, notre université, si je puis dire, anciennement université de tutelle, c'est l'université de Bordeaux et le laboratoire EPOC. Et de là, il y a une dizaine d'années, on a souhaité finalement accélérer dans l'usage et la promotion de solutions basées sur les technologies satellitaires. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à notre compte avec mon associé Virginie Lafont pour porter finalement une offre à destination des gestionnaires et des institutionnels acteurs sur le littoral et la biodiversité. Pour retracer brièvement aussi quelle était notre trajectoire là, sur cette thématique de l'accompagnement à la surveillance et à l'anticipation d'enjeux de qualité de l'eau sur le littoral. Il y a une expression de besoin qui a été formulée maintenant il y a 6 ans, aux alentours de 2017-2018, par l'Agence des aires marines protégées pour étudier, il y a déjà 6, 7, 8 ans, la contribution du satellitaire pour suivre des panaches turbides, notamment induits par des activités anthropiques sur le littoral. Challenge auquel on a répondu, qu'on a remporté, et avec des collègues brestois High-Tech Imaging, dont certains d'entre vous doivent connaître, on a travaillé pour l'Agence des aires marines protégées sur un certain nombre de pilotes qui ont confirmé en fait effectivement ce potentiel-là. Ça a été effectivement reconnu notamment par un petit prix
à Port du Futur, là, c'est cette association française des ports, et par un premier use case, cas d'étude avec le port de La Rochelle, qui formellement a été le premier port utilisateur de ce genre de technique basée sur le satellitaire pour répondre à ces enjeux de connaissance et de réduction de l'impact de ces activités sur la qualité de l'eau et le milieu marin. Donc là, on était en 2017-2018. Après cela, on a développé d'autres outils, cette boîte à outils satellitaire que j'appelle cette boîte à outils satellitaire. Je vous en montrerai un petit exemple dans un instant, au travers d'un pilote qu'on a réalisé cette fois-ci avec la région Occitanie, car à compter de 2019-2020, le projet d'extension du port de Port-la-Nouvelle s'est mis en place et qui a donné lieu à des travaux pendant 2 à 3 ans, et notamment des travaux qui potentiellement pouvaient avoir un impact sur l'environnement marin et notamment sur l'étang de Bache-Sigean, cette lagune rétro-littorale que vous connaissez bien. Donc voilà, c'est quelques mots pour partager finalement quelle a été la trajectoire d'appropriation aussi par les institutionnels, les acteurs des territoires, cette nouvelle ou de ces nouvelles solutions finalement pour la gestion et le pilotage d'enjeux qualité de l'eau sur le littoral. Donc en dessous, vous avez quelques exemples à date, effectivement, des acteurs qui utilisent maintenant en routine cette solution satellitaire, là, dont je vais vous montrer quelques exemples, dans leur projet finalement de surveillance et de réduction de leurs activités et de leurs impacts sur le milieu marin. Donc là, c'est une petite synthèse en fait qui montre les différents bénéfices d'utiliser finalement de la donnée satellitaire pour accompagner des projets, alors plutôt industriels, portuaires ou de développement d'éoliennes offshore par exemple, et surtout d'avoir des outils pour donc réduire l'impact, anticiper et réduire l'impact de ces activités sur le milieu marin. On voit que toute la richesse finalement elle est issue finalement du fait que c'est les données satellitaires. Aujourd'hui, il y a des archives très très importantes d'une vingtaine d'années. Il y a notamment de la donnée à haute fréquence. Haute fréquence dans le satellitaire, c'est plutôt une revisite journalière, donc on n'est pas dans la haute fréquence évidemment de la mesure in situ. Mais cette revisite journalière qui a été offerte en premier par les satellites d'observation de la Terre de la NASA, avec notamment les capteurs MODIS. Puis sont venus les capteurs européens, MERIS, effectivement la panoplie de capteurs Sentinelle 2 et 3 depuis une dizaine d'années. Et finalement, quand on utilise ça de manière un peu clairvoyante avec les données météo-marines, hydrologiques qui contrôlent notamment certains paramètres de la qualité de l'eau, turbidité, matière en suspension et chlorophylle, parmi les plus classiques d'entre eux, on peut mettre en place finalement un certain nombre de procédés d'exploitation et de traitement automatisé des images brutes, de même qu'on peut mettre en œuvre finalement et travailler sur des modélisations, alors des modélisations plutôt statistiques et donc très empiriques, qui mettent en œuvre de l'IA, du machine learning, différents types d'algorithmes, pour aller finalement vers une capacité d'amélioration de la connaissance, c'est ces points 1 et 2, finalement de connaissance de la climatologie, des principaux paramètres de la qualité de l'eau sur la zone, je dis pour approximer littoral et côtière, mais ça concerne également les grands estuaires, et pour aller vers des bénéfices qui sont, de par cette connaissance du fonctionnement bio-sédimentaire de la zone littorale, pouvoir aller affiner finalement notamment précisément des seuils de turbidité qui sont finalement une métrique vraiment importante finalement dans les études d'impact environnemental quand il y a un chantier qui se met en place. Cette connaissance a priori du fonctionnement du littoral et notamment de la dynamique des turbidités, c'est quasiment le paramètre le plus crucial finalement dans la maîtrise des impacts des activités notamment portuaires ou travaux au sens large sur le milieu marin. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Le second bénéfice, c'est un appui finalement à la réflexion et aux stratégies de déploiement de sondes in situ, quand on connaît bien le fonctionnement régional offert par le satellitaire et cette connaissance a priori des principaux finalement phénomènes qui contrôlent la turbidité, les MES et la chlorophylle, on peut aller plus judicieusement effectivement positionner ces sondes dans des endroits effectivement qui sont critiques. Et cette capacité, elle s'est démontrée aussi au fil du temps sur un accompagnement effectivement de l'imagerie satellitaire pour suivre en quasi temps réel
les chantiers et l'impact concret et réel qu'ils ont sur le milieu marin, mais aussi dans une capacité prédictive, cette fois-ci en inversant ce modèle de machine learning pour prédire à quelques jours les conditions, non pas météo, mais les conditions de turbidité, notamment sur la zone chantier. Je vais essayer d'aller un peu plus vite en vous montrant voilà, quelques cas d'usage qui ont pu être réalisés ces 5-6 dernières années sur le littoral d'Occitanie. La première étude qui nous a amené, nous, à ici les Bordelais en Occitanie, c'est une étude pour l'OFB, l'Adréal Languedoc-Roussillon, sur le golfe d'Aigues-Mortes. Comme je redis, vous savez certainement que ce satellitaire, il offre la possibilité de disposer quasiment d'images journalières et parfois de plusieurs images par jour. Ce qui est super en Méditerranée, c'est que la couverture nuageuse, elle est moindre et donc il y a la possibilité finalement d'avoir 100, 150 images, alors à moyenne résolution, hein, typiquement Sentinel-3 à 300 mètres de résolution par an. Et finalement, quand on étudie et qu'on tire bénéfice des 20 années et de cette profondeur de l'archive satellitaire, ben, on a entre les mains quelques milliers d'images qui sont autant de situations régionales, mais aussi très locales, du comportement, effectivement, notamment des flux de matière hein, aux interfaces terre-mer. Donc, ces flux de turbidité, de matière en suspension, qu'elle soit d'origine végétale ou sédimentaire, qui transitent à travers, effectivement, les masses d'eau, à travers les petits fleuves, les estuaires, les lagunes, les étangs, et qui finissent, effectivement, sur le domaine côtier. Donc, ce qui est intéressant avec cette épaisseur temporelle, c'est qu'on peut, à l'image d'une base de données de mesure in situ, dont on aurait 2-3 années d'épaisseur temporelle. Là, il y a 20 années d'épaisseur temporelle avec le satellitaire, à une fréquence qui est plutôt journalière. Mais donc, on peut finalement obtenir des métriques et des situations moyennes, événementielles et saisonnières du comportement de la turbidité, des matières en suspension et de la chlorophylle. Et ça, c'est quelque chose qui séduit énormément les acteurs du littoral, parce que finalement, ça permet, alors je ne veux pas froisser personne, mais quelque part, il y a une vraie alternative pour disposer de ce diagnostic et dresser cet état des lieux rapide avec, en complémentarité, voire même sans usage de la donnée in situ de terrain. Et c'est en ça que finalement, ce produit-là de caractérisation de climatologie, de turbidité ou d'activité phytoplanctonique, il intéresse à la fois les acteurs portuaires, les acteurs de l'éolien offshore et les acteurs gestionnaires d'aires marines protégées, parce que finalement, en un temps relativement circonscrit, on peut avoir accès finalement à ce type de climatologie, des conditions moyennes, des conditions d'occurrence de turbidité extrême, par exemple, aussi bien à l'échelle régionale qu'à l'échelle locale. On peut voir les phénomènes aussi se développer, des blooms de phytoplancton, voilà, se développer sur le littoral ou en zone côtière et identifier précisément leur origine. Et donc, on a un outil qui a une valeur assez intéressante, du coup, en pleine complémentarité avec des réseaux de sondes in situ, avec cette capacité à régionaliser et à aussi étiqueter finalement l'origine, la provenance des phénomènes qu'on peut mesurer in situ. Donc là, on a sous les yeux, c'est des travaux en cours pour le parc marin Golfe du Lion, voilà, qui est en train finalement d'approfondir sa connaissance du fonctionnement hydrosédimentaire et biologique, si je puis dire, très macro finalement de ce qui se passe à l'échelle du périmètre du parc marin Golfe du Lion. Et c'est des travaux voilà, donc, qui sont en cours d'analyse, mais en tout cas, la production de ces statistiques à la fois moyennes, saisonnières et extrêmes sont réalisées et les travaux sont restitués là, dans quelques semaines au parc, qui a pour l'intérêt du parc, donc c'est d'identifier, de mieux comprendre les phénomènes et les paramètres qui contrôlent le développement de certains phénomènes, notamment des blooms ou des épisodes de turbidité extrême, mais de comprendre et de mettre en évidence, en lumière des anomalies qui peuvent avoir lieu sur le milieu marin, qu'elles soient d'origine climatique par rapport à l'évolution naturelle du climat ou d'origine anthropique, liée par exemple à des travaux, à des rechargements de plage ou à la présence d'émissaires sur le milieu marin avec effectivement des rejets très localisés. Et puis ce qui traîne dans la tête aussi du parc, aussi de manière sous-jacente, c'est avant de se doter d'un réseau de mesure in situ, ce qui est leur ambition à l'échelle du parc, ben, c'est de venir aussi, là aussi, s'appuyer sur la connaissance dérivée effectivement de ces produits-là et de ces climatologies
turbidité, MES, chloro, pour finalement asseoir quelle va être leur stratégie d'implantation de leur sonde en fonction effectivement de la dynamique observée réelle sur le territoire. Là où je voulais apporter un autre éclairage aussi, alors cette fois-ci on se situe plutôt de l'autre côté du spectre, on a parlé un petit peu de l'intérêt du satellitaire pour appuyer la connaissance en amont, que ce soit la connaissance effectivement pour la gestion d'aires marines protégées ou la connaissance en amont pour venir étoffer des études d'impact et les dossiers notamment de demande d'autorisation de travaux pour ceux qui portent effectivement des projets potentiellement à impact pour le milieu marin. Là, cette fois-ci, on se situe plutôt un peu en aval sur quelle peut être cette contribution finalement pour cette fois-ci mieux piloter son chantier, ses activités, ses opérations portuaires finalement, de dragage ou d'immersion par exemple, et de voir comment effectivement cet outil-là il s'exprime. Et là, le contexte, ça a été ces deux opérations. La première, donc, que j'abordais un peu plus tôt, qui est l'extension du port de Port-la-Nouvelle qui a eu lieu entre 2020 et 2023, là où la région Occitanie, du coup, s'était souhaité investiguer et approfondir et se doter finalement d'une espèce de package de solutions dans lequel la brique satellitaire a apporté sa contribution. Et donc, finalement, la région Occitanie, depuis l'état initial, cette connaissance du bruit de fond, turbidité, jusqu'à la réflexion de l'implantation des sondes, jusqu'à la mise en œuvre d'une surveillance opérationnelle dans laquelle la brique satellitaire a pu apporter sa contribution, finalement, a été utilisateur de l'ensemble des bénéfices du spatial au travers de leur opération d'extension portuaire et de construction des nouvelles digues qui permettent d'agrandir le port, mais dans une espèce de vigilance et précaution un peu maximale pour essayer de réduire l'impact, notamment sur les temps de bassigeant d'éventuelles entrées de turbidité pendant les dragages. Et il y a un chantier qui a lieu en ce moment, là, enfin qui est sur le point de démarrer au port du Havre, qui lui aussi agrandit ses infrastructures et consolide finalement ces ouvrages de défense. Et notamment, il y a une digue de 2 km qui va voir le jour dans les prochains mois, prochains trimestres. C'est cette digue qui est matérialisée par ce trait bleu. Et là aussi, le port du Havre donc, met en œuvre cette solution-là pour anticiper, améliorer finalement son pilotage environnemental par rapport à l'enjeu de turbidité pendant le chantier. Un petit mot parce que le temps qui tourne, tout à fait. Ouais. Voilà. Juste pour dire un petit mot finalement de voilà cette capacité, l'outil, il s'exprime bien, l'outil satellitaire, pendant le chantier, non pas par la possibilité de suivre et de traiter de manière réactive les images satellites qui peuvent tomber tous les jours, parce qu'il y a trop de contraintes, finalement, il y a les délais de mise à disposition de l'information, il y a le fait que des fois, il va y avoir des nuages sur les sites d'intérêt, et donc tout ça, c'est des contraintes qui n'ont pas montré énormément de valeur, finalement, pour ces acteurs portuaires en phase chantier. Par contre, ce qui a de la valeur, c'est de pouvoir finalement prédire et d'anticiper à quelques heures, à quelques jours, quelle va être un peu la météo du milieu marin, la météo de la turbidité, et donc pouvoir adapter finalement où va travailler le chantier pour essayer de réduire l'impact du chantier sur le milieu marin en fonction de là où sont positionnés les enjeux, que ce soit l'aquaculture ou des habitats marins remarquables à préserver. Et donc, ce que retranscrit cette figure-là, c'est finalement cette capacité à modéliser, à prédire, à anticiper, par ce modèle qui a été finalement construit sur la base de cette historique de 10 à 20 années d'observation satellitaire, de construire une capacité prédictive qui va être injectée, du coup, dans un système de surveillance et d'anticipation de paramètres de la qualité de l'eau. C'est ce qui a été fait à Port-la-Nouvelle sur une phase très circonscrite de 2-3 mois qui était potentiellement très impactante sur le milieu marin, et c'est ce qui est en train d'être fait pour le port du Havre, voilà, dans leur contexte à eux. Et là, vous trouvez quelques mots, effectivement, de Benjamin Grant, qui était à l'époque responsable environnemental pour le port de Port-la-Nouvelle à la région Occitanie il y a encore 1 an ou 2, et qui, lui, finalement, voyait dans la valeur de cet outil un outil qui permet d'anticiper ces niveaux de turbidité et d'éviter des potentiels arrêts de chantier, ou notamment de mettre en lumière une responsabilité qui pourrait être attribuée au chantier par manque d'informations et d'observations concrètes. Là aussi, le satellitaire et cet outil permet finalement de lever ces contraintes-là qui sont très importantes pour les opérateurs portuaires. Enfin, pour conclure, juste peut-être sur ces éléments qui offrent un autre regard, finalement, passé la période de chantier,
il y a de plus en plus d'acteurs, là aussi industriels, qui veulent finalement regarder ce qui se passe un peu dans la profondeur et l'épaisseur de la base de données pour revenir sur des situations de dragage ou de clapage, d'immersion en mer. Et là, la donnée haute résolution, typiquement Sentinel-2 ou Planète, elle permet finalement de revenir et de dimensionner l'impact des activités portuaires sur le milieu marin, donc en termes de taille de panache, de turbidité générée, de gradient, donc de différentiel de turbidité de MES entre le milieu ambiant et le panache lui-même, de géométrie, et de temps de résidence finalement de ces matières remises en suspension dans la colonne d'eau pendant les dragages et les immersions. Donc là, il y a quelques exemples effectivement de formes de synthèse, de stack un petit peu de situations observées monodates. Et effectivement, quand on vient regarder, analyser certaines situations, une dizaine, vingtaine, trentaine, une cinquantaine, en recoupant avec les données des opérateurs, les opérateurs peuvent mieux apprécier l'impact réel qu'a eu leur activité sur le milieu marin. J'en ai fini, je vous laisserai peut-être sur ces quelques slides, juste pour dire qu'il y a des aspects qui sont beaucoup moins opérationnels et vers l'aval, et qui s'inscrivent plutôt dans le domaine de la recherche ou de la recherche appliquée. Notamment, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a lancé des appels d'offres, un appel d'offres qui concernait la région méditerranéenne il y a 3 ans. Et donc, on a eu l'opportunité de travailler avec ce groupement, dont vous avez les logos en bas. L'ambition de l'ESA, c'était d'investiguer à quel point on peut effectivement fusionner les deux types de données un peu cruciales des infrastructures Copernicus, travailler avec la haute résolution Sentinel-2, mais qui n'a pas une bonne revisite pour ces sujets de qualité de l'eau, et la haute fréquence journalière Sentinel-3, mais qui a une résolution pas très satisfaisante quand on veut regarder ce qui se passe sur le littoral. Et donc, on a travaillé avec ce consortium sur de la fusion de données S2, S3 pour reconstruire finalement des produits journaliers à haute résolution et qui comblent les trous qui s'affranchissent notamment des trous liés à la couverture nuageuse qu'on voit très bien sur les images du haut dans les vignettes A et B. C'est des travaux qui se situent vraiment très bas finalement dans les niveaux de TRL, mais si ces activités vous intéressent, vous pouvez retrouver notamment la publication qu'on a faite à la conférence IGARS cet été et se mettre en relation effectivement avec les responsables du projet et notamment chez nous Olivier qui pourra vous parler de ça plus en détail. J'ai fini pour moi. Donc, les messages qu'il faut regarder, c'est que finalement, l'outil satellitaire et les données satellitaires, elles ont déjà finalement une valeur et des usages très avérés sur le littoral à différents points, que ce soit pour consolider la connaissance, en termes d'outils opérationnels pendant les travaux, et de même pour approfondir finalement et gagner en retour d'expérience et aller finalement vers une réduction et des meilleures pratiques finalement de dragage et notamment d'immersion pour in fine réduire l'impact de ces activités anthropiques sur le milieu marin. C'est tout ce que je voulais dire. Je suis à votre disposition si vous avez quelques réflexions ou réactions. Oui, l'outil il paraît intéressant en tout cas même a posteriori finalement pour les travaux qu'on souhaite faire, notamment pour avoir le suivi des impacts dans le milieu marin juste en aval. Ça peut être vraiment intéressant. Par contre, moi, ma question, c'était justement, alors déjà, combien de temps finalement entre l'imagerie réalisée et la mise à disposition dans le cadre d'un suivi, si on avait à en mettre un en œuvre, est-ce que c'est rapide ou Ouais, disons que ça dépend vachement de la temps de mise à disposition des produits, notamment Sentinel, par les infrastructures ad hoc. Donc, de manière opérationnelle, il faut compter pour une image acquise le matin, en fin de matinée, à l'heure du déjeuner, le potentiel d'avoir sa situation associée turbidité MES chloro, disons à 16h ou 17h en fin d'après-midi. Il faut compter 3 à 4-5 heures de délai et c'est essentiellement lié effectivement au délai de mise à dispo des produits Copernicus. D'accord. Et puis, dans le cadre d'un suivi, finalement, parce que là, j'ai vu que c'était quand même des surfaces assez importantes qui étaient observées. Et je voulais savoir à partir de quelle surface, finalement, cette résolution d'S3 la rend l'outil pertinent. Parce que 300 mètres, c'est quand même vraiment pas très précis. Ouais. Est-ce que vous avez des données comme ça qui nous permet, enfin, genre d'un seuil? Ouais, typiquement, le capteur S3, le Sentinel-3 à 300 mètres ou Modis avant à 250 mètres, il est bien pour décrire les phénomènes qui se passent sur le domaine côtier.
donc les phénomènes de grande échelle. Et quand on s'intéresse vraiment à l'activité, à l'impact d'activité anthropique, typiquement panache de dragage ou d'immersion, là c'est la haute résolution qui est nécessaire. Alors c'est pas très satisfaisant la haute résolution parce qu'on va pas s'amuser à commander des images Pléiades, il y aura zéro réactivité, on tombera jamais pendant les bons moments du chantier qu'on veut observer. Mais par contre, effectivement, il y a d'autres fournisseurs de données, donc il peut y avoir une espèce de surveillance Sentinelle-2 un petit peu au long cours. Et puis après, il y a voilà, d'autres satellites et produits plutôt commerciaux, notamment Planète, qui offrent finalement cette haute résolution spatiale, un produit métrique, et plusieurs produits et situations observées par jour. C'est typiquement ce qui est intéressant quand on veut dimensionner et évaluer l'impact d'activité et de panache lié à des activités humaines sur le littoral. Ouais. D'accord. Le Sentinelle-2, c'était quelle précision? Parce que, excusez-moi, j'ai dû m'absenter à des moments. Sentinelle-2, on est à, selon les bandes spectrales, on est à 10 ou à 20 mètres, mais on est sur une revisite de 4-5 jours. 4-5 jours, ok. Et oui, il y a des conditions météo, donc ça peut être intéressant quand on regarde rétrospectivement, pas en mode très opérationnel, mais rétrospectivement. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé au fil de mes 2-3 années de mes derniers chantiers? Il y a vraiment des acteurs qui travaillent au quotidien. Par exemple, les ports du Havre et de Rouen, à Ropa, ils ont une zone d'immersion au large de l'estuaire de la Seine, de la baie de Seine, qui est utilisée de manière très récurrente. Et donc, leur demande, ça a été de regarder, voilà, sur les 5-6 dernières années, quel a été l'impact de nos activités pour gagner en maturité sur l'impact réel de leurs immersions et pouvoir, du coup, améliorer leurs pratiques, le type de matériel qu'ils utilisent, hein, parce que selon les dragues, notamment, qui sont utilisées, elles ne fonctionnent pas pareil et donc elles ont un impact différent potentiellement sur les remises en suspension. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de croiser finalement les données clients des opérateurs portuaires notamment et des dragueurs avec effectivement les produits un peu à valeur ajoutée qui sont dérivés de Sentinelle-2, de Planète, de Sentinelle-3 et pourquoi pas de prise de vue aérienne, hein, drone. On parlait de drone, ça, il y a vraisemblablement une petite contribution qui pourrait être amenée dans ce secteur-là aussi. Ouais. D'accord. Et puis après, j'ai posé une question, mais je pense qu'on ne peut pas y répondre comme ça, parce que ça dépend des besoins, j'imagine. C'est le coût de la prestation au linéaire. J'imagine que ça dépend de ce qu'on veut en faire au final, quoi. Donc, bon. Ouais, alors je peux donner quelques indicateurs parce que c'est des métriques qui sont intéressants. Hein. Ces états initiaux analysent très thématiques finalement des conditions de fonctionnement du littoral sur les paramètres de qualité de l'eau. C'est des études qui sont réalisées à partir de 20 000 euros pour l'ensemble des acteurs qu'on a pu citer. Et par exemple, ce retour d'expérience, il se commercialise plutôt sous une forme de fiches de synthèse, un peu à l'image de ce que tu évoquais toi-même tout à l'heure, de fiches de synthèse qui revient voilà, sur une dizaine, vingtaine d'événements. Et la fiche, on est sur une dimension de l'ordre de 500 à 700 euros de l'analyse de la situation avec les différentes métriques, le recroisement avec les conditions de mer ce jour-là et les données de l'opérateur portuaire. Et donc, voilà, c'est finalement, tu peux avoir accès à ce genre d'outils dans cette phase de retour d'expérience pour quelques milliers d'euros si tu fais un focus précisément sur des situations potentiellement impactantes en faisant vraiment, en sélectionnant finalement les images avec lesquelles travailler et en travaillant avec 10-20 d'entre elles, quoi, quelque chose comme ça. D'accord. Sur des situations très emblématiques, typiquement, ouais. Okay, merci. Donc finalement, c'est un outil, et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des années, il a trouvé sa valeur un peu sur l'ensemble de la chaîne de valeur dans le pilotage d'enjeux qualité de l'eau pour les acteurs portuaires notamment. Des phases amont, les études d'impact, dans la phase de réflexion après, une fois que effectivement les opérateurs ont leur dossier validé d'autorisation de travaux dans la mise en place finalement du système de surveillance in situ. Et cette optimisation jusque dans la phase effectivement de pilotage et réel des opérations. Et ça, c'est, je trouve, un super succès finalement pour cet outil satellitaire d'être en capacité finalement d'avoir trouvé de la valeur un peu sur des échelles et des temporalités qui peuvent aller jusqu'à 5 ans. Hein. C'est vrai, vous le savez mieux que quiconque au CEREMA, entre les études d'impact et les dossiers de demande d'autorisation de travaux et la réalité des opérations qui ont lieu en général 3, 4, 5, 6 ans après. Le temps est long et finalement, ces acteurs-là s'inscrivent finalement dans l'usage de ces briques satellitaires à tous les temps finalement du cycle de leur projet, quoi. Okay, merci beaucoup. Ben merci à tous à Aurélie, mais aussi à Jérôme et puis à Rodger pour ces passionnantes présentations.
Donc il y a encore des sujets de discussion, on voit ça. Justement, c'est pas fini, hein, les défis sur l'eau et tout le programme qui s'ensuit. Donc il y a Ghislaine qui va nous faire un petit peu redétailler un peu la publicité pour la suite. Oui, et pour conclure ce webinaire, merci beaucoup. À travers le webinaire, on voit bien aussi l'importance de la rencontre de tous les acteurs autour des données environnementales, qu'on soit producteurs de données, chercheurs, utilisateurs. On va continuer les échanges sur une autre thématique le 12 novembre prochain, sur la qualification de la sécheresse et ses conséquences en Occitanie. Voilà, donc on vous enverra toutes les informations. Et n'hésitez pas aussi à revenir vers nous. Vous avez nos emails, nos coordonnées, nos contacts qui sont sur le slide qui est projeté en ce moment même. Donc les animations régionales thématiques, c'est un dispositif de DataTerra qui vise à favoriser les échanges entre les différentes communautés scientifiques et les utilisateurs de données. Donc on a vu à travers l'exemple d'aujourd'hui la multiplicité des données aussi et la multidisciplinarité dont on a besoin pour améliorer nos connaissances et continuer aussi à produire des applications par rapport à l'exemple d'IC par exemple. Voilà, donc on vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Il sera en replay et on vous donne rendez-vous le 12 novembre prochain.